Les sirènes de Bagdad, livre écrit par Yasmina Khadra, livre audio dédié pour ceux qui n'ont pas le temps de lire. Veuillez vous abonner à notre chaîne, de mettre un j'aime ou pas, de commenter et de nous donner votre avis sur les améliorations qu'on peut apporter, et partager avec vos amis, pour avoir plus de vidéos et aussi pour nous encourager à publier d'autres livres audio d'auteurs différents. Merci à vous et bonne écoute. Sur la place transformée en terrain de foot, une rébambale de mioches tapait dans un ballon usé, en piaillant, les assauts chaotiques et les irrégularités époustouflantes. On aurait dit une nuée de moineaux ébouriffés se disputant un grain de maïs. Soudain, un petit poussé parvint à se soustraire à la mêlée et fila seul, comme un grand, vers les buts adverses. Il dribla un adversaire, en effaça un deuxième, se déporta sur la ligne de touche et servit en retrait un camarade qui, lancé en bolide, rata lamentablement son tir avant d'aller se taillader les fesses sur le cailloutis. Sans crier gare, un garçonnet anormalement gros, jusque-là gentiment accroupi au pied d'un mur, fonça sur le ballon, le ramassa et déguerpit à toute vitesse. D'abord perplexes, les joueurs comprirent que l'intrus leur dérobait le ballon. D'un seul bloc, ils s'y lancèrent à sa poursuite en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Ils ne voulaient pas de lui dans leur équipe, m'expliqua le ferronnier assis avec son apprenti sur le pas de son atelier. Forcément, il joue au trouble fête. Tous les trois, nous regardâmes le gros garçon disparaître derrière un pâté de maison. Les autres, à ses trousses, le ferronnier avec un sourire attendri, son apprenti d'un air absent. « Tu as écouté les dernières informations ?» me demanda le ferronnier. « Les Italiens décampent. Ils n'ont pas dit quand ? L'essentiel est qu'ils plient bagages. » Et il partit dans une longue analyse qui se ramifia bientôt à travers les théories approximatives sur le renouveau du pays, la liberté, etc. Son apprenti, un gringalet noir et sec comme un clou, l'écoutait avec la docilité pathétique du boxeur sonné qui, entre deux rounds salés, opine du chef et recommandations, son entraîneur tandis que son regard se dissout dans les vapes. Le ferronnier était un type courtois. Quand on le sollicitait à des heures impossibles pour une petite fuite dans le réservoir ou un vulgaire fêlure sur un échafaudage, il répondait présent. C'était un grand gaillard, osseux, aux bras recouverts de bleu et au visage en lame de couteau. Ses yeux brillaient d'un éclat métallique identique aux étincelles qu'il faisait jaillir du bout de son chalumeau. Les plaisantins feignaient de porter un masque de soudure pour le regarder en face. En réalité, il avait les yeux abîmés et larmoyants, et depuis un certain temps, sa vue s'embrouillait. Père d'une demi-douzaine de gosses, il venait dans son atelier, beaucoup plus pour fuir la pagaille qui régnait chez lui que pour bricoler. Son fils aîné, Suleiman, qui avait à peu près mon âge, était un attardé mental. Il pouvait rester dans un coin sans broncher des jours entiers, puis, sans crier gare, il piquait sa crise et se mettait à courir jusqu'à tomber dans les pommes. Personne ne savait comment cela le prenait. Suleiman ne parlait pas, ne se plaignait pas, n'agressait pas. Il vivait retranché dans son monde et ignorait totalement le nôtre. Et d'un coup, il poussait un cri, le même, et fonçait à travers le désert sans se retourner. Au début, on le regardait étalé dans la fournaise, son père après lui. Avec le temps, on s'était rendu compte que ces courses éperdues lui esquintaient le cœur et qu'à la longue, le pauvre diable risquait de tomber raide, foudroyé par un infarctus. Au village, on s'était organisé de façon à intercepter dès l'alerte donnée. Quand on lui mettait le grappin dessus, Suleiman ne se débattait pas. Il se laissait ceinturer et ramener à la maison, sans résistance, la bouche ouverte sur un rire atone, les yeux révulsés. « Comment va le fiston ?»« Comme une image, dit-il. Ça fait des semaines qu'il se tient bien. On le croirait complètement guéri. Et ton père ? Toujours au pied de son arbre. Il faut que je m'achète une nouvelle paire de chaussures. Y a quelqu'un qui descend en ville aujourd'hui ? Le ferronnier se gratta le sommet du crâne. J'ai cru voir un fourgon sur la piste. Il y a 1 heure, mais je suis incapable de dire s'il se rendait en ville. Il faudra attendre après la prière. Puis, ça devient de plus en plus compliqué de se déplacer avec ces checkpoints et les tracasseries qui y vont avec. Tu as vu avec le cordonnier ? Les chaussures sont irrécupérables. Il me faut des souliers neufs.
Il n'a pas que des semelles et de la glu, le cordonnier. Sa marchandise est passée de mode, il me faut des machins récents, souples et chics. Sa marchandise est passée de mode, il me faut des machins récents, souples et chics. Tu penses qu'il ferait bon ménage avec l'état de notre parterre? C'est pas une raison. Ça serait bien si quelqu'un pouvait m'emmener en ville. J'ai envie d'une belle chemise aussi. À mon avis, tu risques d'attendre longtemps. Le taxi de Calais est en panne. L'autocar ne passe plus par ici depuis qu'un hélicoptère a failli le bousiller sur la route le mois dernier. Les gamins avaient récupéré leur ballon et ils revenaient d'un pas conquérant. Il n'est pas allé bien loin, le trouble fait, fit remarquer le ferronnier. C'est trop gros pour les semer. Les deux équipes se redéployèrent sur le terrain, chacune dans son camp, et la partie reprit là où elle avait été interrompue. Tout de suite, les piaillements se déclenchèrent, contraignant un vieux chien à battre en retraite. N'ayant rien de spécial à faire, je pris place sur un morceau de parpaing et suivis le match avec intérêt. À la fin de la partie, je m'aperçus que le ferronnier et son apprenti avaient disparu, que l'atelier était fermé, le soleil maintenant cognait à bras raccourcis. Je me levai et remontai la rue en direction de la mosquée. Il y avait du monde chez le barbier. D'habitude, le vendredi après la grande prière, les vieux de Kafkaram s'y donnaient rendez-vous. Ils venaient regarder l'un des leurs se livrer à la tondeuse du coiffeur, un personnage éléphantesque, drapé dans un tablier détrépeur de veau. Avant, les débats tournaient autour du pot. Les sbires de Saddam veillaient au grain. Pour un mot déplacé, toute la famille était déportée. Les charniers et les gibets poussaient à tout bout de champ. Mais depuis que le tyran avait été surpris dans un trou à rats et enfermé dans un autre, les langues se délient et les désœuvrés de Kafkaram se découvraient une volubilité stupéfiante. Ce matin, chez les barbiers étaient réunis les sages du village. Si quelques jeunes se tenaient à proximité, c'est que les débats promettaient. Je reconnus Jadir, dit Doc, un septuagénaire grincheux qui avait enseigné 2 décennies plus tôt la philosophie dans un lycée de Bassora, avant d'aller croupir 3 années durant dans les géoles baptistes pour une obscure histoire d'étymologie. À la sortie des passe-fausses, le parti lui avait signifié qu'il était interdit d'enseignement sur l'ensemble du territoire irakien et qu'il était dans la ligne de mire des Mukhabarat. Doc comprit alors que sa vie ne tenait plus qu'à un fil, et regagnait en catastrophe son village natal où il fit le mort jusqu'au déboulement des statues du Raïs sur les places publiques. Il était grand, presque soigneral, dans sa djellaba bleue d'une propreté immaculée, ce qui lui conférait une attitude hiératique. À côté de lui, ramassé sur un banc, péroré Bachir le Faucon, un ancien brigand de grands chemins qui avait écumé la région à la tête d'une horde insaisissable avant de se réfugier à Kafkaram, son butin en guise de pâte blanche. Il n'était pas de la tribu, mais les anciens préférèrent lui offrir l'hospitalité que subirent ses razzias. En face, au milieu de leur clan silencieux, les frères Issam, 2 vieillards Kakoshim, mais redoutables, tâchaient de réduire en pièces les arguments des uns et des autres. Ils avaient la pratique de la contradiction. Dans le sang, et étaient capables de renoncer à leurs propres idées développées la veille s'ils venaient à être adoptés par un allié indésirable. Puis, immuable dans son coin à l'écart pour bien se mettre en évidence, le doyen trônait sur sa chaise en osier. Et ses partisans transportaient partout où ils se rendaient le chapelet imposant dans une main, dans l'autre la pipe de son narguilé. Lui n'intervenait jamais pendant le débat et se gardait pour le moment de la faim. Il ne supportait pas qu'on lui raflât l'adhère. « Ils nous ont débarrassés de Saddam !» Tout de même, protesta Issam II, en prenant son entourage immédiat à témoin. « On ne leur a rien demandé, maugréa le Faucon. »« Qui pouvait le faire ?» dit Issam I. « C'est vrai, enchérit son frère. Qui pouvait seulement cracher par terre sans s'exposer aux foudres du ciel, sans être arrêté sur le champ pour outrage au Raïs et pendu à une grue. Si Saddam s'y vissait, c'était à cause de nos petites et grandes lâchetés, insista le Faucon méprisant. Les peuples n'ont que les rois qu'ils méritent. Je ne suis pas d'accord avec toi, dit un vieillard chevrotant sur sa droite. Tu ne peux même pas être d'accord avec toi-même. Pourquoi dis-tu ça ?
Parce que c'est la vérité. Tu es toujours avec les uns aujourd'hui et les autres demain. Je ne t'ai jamais entendu défendre une même opinion 2 jours de suite. La vérité, tu n'as pas d'opinion. Tu prends le train en marche, puis, lorsqu'une autre se pointe, tu te jettes dedans sans chercher à connaître sa destination.